Je suis Fred Pirat. Actuellement, j'ai deux activités. Je suis enseignant dans le supérieur, dans un bachelor, MMI, multimédia, métier de multimédia et de l'Internet. Et je suis aussi auteur, réalisateur, producteur. Donc je fais de l'audiovisuel, de l'animation. Voilà. Alors au millénaire dernier, ça s'appelait un bac E. Ça serait l'équivalent aujourd'hui d'un bac avec option, enfin spécialisation mathématiques et technologie. Vous voyez, c'était maths et technique, ça ressemblait à ce que vous avez connu comme bac S, mais avec un peu moins de maths, un peu moins de français et plus de technologie. Alors ça a été très compliqué parce que je suis fils d'ingénieur, mon père a été ingénieur toute sa vie chez Citroën, il a fait une très belle carrière chez Citroën et je me disais, dans l'univers dans lequel j'ai grandi, je serais ingénieur, enfin, je ne voyais pas trop d'autres choses et je me suis dit, bon, je vais me choisir une petite école d'ingénieur tranquille et comme ça du coup, voilà, je vais faire une prépa intégrée et ça ne sera pas trop difficile et puis voilà, j'aurai mon diplôme tranquille. Voilà. Et j'ai été pris à l'ICEN, qui est une école qui existe toujours d'ailleurs, une excellente école qui est à Lille. À la fin de l'année, on m'a dit « Monsieur Pirat, il faut qu'on parle ». Et donc voilà, j'ai arrêté là et j'ai fait après, toujours sans savoir exactement ce que je voulais faire, j'ai fait une autre prépa intégrée qui était celle de l'ESTACA. Et j'étais admissible en cycle d'ingénieur. Et là, tout d'un coup, donc presque 3 ans après le bac, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas du tout ça que je voulais faire et que c'était devant mes yeux et que je l'avais jamais vu, je voulais faire du cinéma. J'ai fait mon premier film à 12 ans, j'ai pas arrêté de jouer avec les caméras, les images, mais ça m'avait pas fait tilt, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, bon, mon père, ça fait 3 ans qu'il paye des écoles privées, je vais quand même pas continuer comme ça, je vais choisir une école publique. Et donc à l'époque, des écoles publiques, il y en avait 2. C'était soit ce qui s'appelle maintenant la FEMIS, soit l'école Louis Lumière, qui étaient toutes les 2 publiques. Tout le reste, les BTS audiovisuels n'existaient pas encore, tout le reste était privé. Je me suis dit, bon, bah, c'est une des 2. La FEMIS, c'était pour faire réalisateur, bon, je ne me voyais pas trop, c'était un diplôme un petit peu bizarre, exotique. Je me suis dit, Louis Lumière, c'est un BTS, c'est du solide, je vais faire Louis Lumière. J'ai passé le concours, j'ai été pris. Et c'est là que j'ai réalisé que en fait, tout le monde voulait faire cette école. Parce que moi, j'étais très innocent. Et donc, j'ai été pris. J'ai eu beaucoup de chance. Hein, vraiment, cette école, ça a été la chance de ma vie. Et je me suis arrêté. Après Louis Lumière, j'ai travaillé. J'ai passé 2 ans Louis Lumière. À l'époque, ça se faisait en 2 ans. Ça a un petit peu changé depuis. Et donc, du coup, j'ai commencé. Je suis sorti ingénieur du son. Et sans être ingénieur, pour le coup, c'est un titre, au bout de 2 ans d'études, et j'ai commencé à travailler sur les chaînes de télévision. C'est une école publique, donc à l'époque l'inscription coûtait quelques centaines de francs, c'était des francs, mais assez peu. Ça reste comme ça, hein, c'est une école publique, donc gratuite. Cette école-là, depuis, est passée à recrutement en bac+2 jusqu'à bac+5, c'est-à-dire qu'on y fait licence et master, c'est un parcours universitaire. C'est devenu une branche de l'université, alors qu'avant c'était un BTS. Depuis aussi ont été créés les BTS audiovisuels qui prennent au niveau bac et qui donc donnent les bases des métiers de l'audiovisuel à bac+2. Donc l'école Lumière reste une école de cinéma. Donc c'est assez spécifique. Il y a une expertise technique que ne trouve pas dans les BTS audiovisuels et ça justifie en partie le fait que ça recrute à bac+2 et qu'on va jusqu'à bac+5 parce que les gens qui sortent de là sont soit des photographes vraiment très pointus en technique, soit des ingénieurs du son. Le son c'est très technique les métiers du son, soit des chefs opérateurs de prise de vue qui sont donc les gens qui sont responsables de l'image sur les films de cinéma, les pubs, etc., qui sont là aussi des experts techniques d'optique, en numérique, etc. Enfin, c'est vraiment une formation à très haut niveau. Hein.
Alors il y a des stages qui sont inclus dans ces écoles de cinéma, là oui, obligatoirement. Tous les métiers de la création, et je dirais encore plus le cinéma et l'audiovisuel, sont des métiers de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des métiers dans lesquels il y a très peu de hiérarchie ou pas du tout de hiérarchie. Si l'ingénieur du son fait une bêtise, bah, le film entier est foutu. S'il n'y a pas de son, on ne peut rien faire du film. Ce qui fait que on ne recrute que des gens en qui on a confiance. Donc en qui on a confiance, en des gens qu'on connaît ou que quelqu'un qu'on connaît connaît. Voilà, le réseau c'est ça, c'est pas du piston, c'est du réseau. Et puis les stages, il y a forcément, du fait que ce sont des métiers de rencontre, il y a forcément des stages inclus. Et les stages, ils sont aussi beaucoup véhiculés par les anciens de l'école. En fait, il faut considérer, à vous qui êtes à un moment où vous devrez faire des choix d'école, il faut considérer qu'une école, c'est des cours, c'est des profs, c'est des locaux, etc. bien sûr, mais c'est aussi un réseau. Et le réseau, dans les métiers créatifs, est très très important. Ce que j'ai pas aimé dans mes études, c'est à peu près la totalité des études. J'ai jamais été vraiment fan d'école, en fait. J'ai un profil qui est un peu plus créatif, un peu plus. Voilà, ça se mélange pas trop avec le côté carré de l'enseignement en France, qui a pas beaucoup changé depuis. Ce que j'ai aimé, c'est l'école Lumière. Là, ça a été vraiment. J'ai appris des choses extraordinaires. On a eu beaucoup de projets. Et puis à cette époque-là, enfin, ça doit être encore le cas maintenant, j'imagine, pour les étudiants d'aujourd'hui, on sautait un petit peu sur tout ce qui bougeait. Quand il y avait un projet de court-métrage, par exemple, qui se passait à Paris, les gens mettaient une petite annonce, ou maintenant ça se passerait sur Facebook probablement, et puis bah, on empruntait du matériel à l'école et on allait passer une journée sur le court-métrage pour prendre le son, faire l'image, etc. Et ça, c'est des moments vraiment bénis, et des gens, enfin des rencontres, c'est des métiers de rencontre, hein, de réseau et de rencontre. C'est des rencontres que j'ai encore aujourd'hui, enfin voilà. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc mon parcours, alors je suis sorti donc ingénieur du son, opérateur son, c'est le terme exact, de l'école de Lumière. Et puis j'ai commencé par passer un an en Afrique, parce qu'à l'époque il y avait encore le service militaire. Je me suis porté volontaire pour faire un service un peu plus long, mais en Afrique, dans un centre culturel français. Donc j'ai été dans un milieu de spectacle, avec mes petits apprentissages audiovisuels son, pour faire le son, l'image, installer une régie vidéo, on a participé à des spectacles sur scène, là pour le coup surtout. Et puis après j'ai commencé à travailler comme ingénieur du son, principalement sur les chaînes de télé. Ça a commencé par les reportages des journaux télévisés. C'est une expérience à faire, je vous recommande. Et puis après j'ai rapidement évolué vers des plus grosses émissions, et donc j'ai fait toutes les émissions de cette époque-là. J'ai fait ça jusque quasiment 1998-99. Là il y a eu un gros trou d'air pour des raisons de production, de finances, de politique, parce que les chaînes publiques ont été un petit peu malmenées par rapport aux productions qu'ils pouvaient faire. Il y a eu moins d'émissions. Ça faisait déjà quelques années que je m'auto-formais à l'informatique, qui à cette époque-là arrivait, c'était tout nouveau. Et en tout cas, à l'échelle d'un individu, on pouvait acheter pour la première fois un ordinateur qui ne coûtait pas trop cher et apprendre à s'en servir. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert l'image de synthèse à ce moment-là. Alors c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, c'était beaucoup plus rudimentaire. Et puis à travers ces projets-là d'auto-apprentissage, j'ai été en contact avec des informaticiens qui m'ont parlé de trucs incroyablement compliqués. Ça m'intéressait, et du coup je me suis fait embaucher dans une société d'informatique, et j'ai passé 10 ans passionnants dans l'informatique. Et puis à un moment donné, les startups dans lesquelles je travaillais, la startup dans laquelle je travaillais a été rachetée par un gros groupe boursier, qui dépendait de la bourse, et là ça s'est un peu gâté, parce que la logique boursière nous a rattrapés et nous a mis un peu en porte-à-faux par rapport à la relation qu'on avait avec nos clients, et du coup j'ai arrêté ça, parce que pour moi ça n'avait plus de sens de travailler dans ces conditions-là. Et en même temps, ça faisait 2-3 ans que je me disais, Fred, t'es pas à ta place c'est dans le monde de la création, t'es un créatif, t'es pas un informaticien. Et donc je suis reparti. Là, j'ai créé mon entreprise, donc je suis à mon compte toujours aujourd'hui, en tant qu'auteur, réalisateur.
producteur. Donc là, je fais des films. J'ai collaboré aussi avec la radio. On n'oublie pas qu'on a été un homme de son, forcément. Le son, ça fait partie de mes cordes vitales. Et donc principalement, je fais des films pour les entreprises, de la radio, de l'animation 3D maintenant, que j'ai commencé à développer depuis quelques années. Et donc je vis de ça, principalement, et puis un petit peu aussi de mon enseignement. Alors j'ai deux activités. En fait, au départ, je ne pensais pas être prof. Je m'identifie pas au métier d'enseignant, en fait. J'ai une activité d'enseignant qui est arrivée, ça fait 7 ans maintenant, ça fait pas si longtemps que ça, un peu par hasard, par cooptation. Un ancien étudiant de mon école Lumière, un jour m'a dit: on cherche quelqu'un pour enseigner le son. J'ai essayé et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai continué. Alors, je ne me verrai pas uniquement enseignant. C'est-à-dire que l'enseignement, j'aime beaucoup à petite dose, mais j'ai besoin quand même d'être le créatif que je suis par ailleurs. Alors, les deux sont assez fortement liés dans mon cas, parce que j'enseigne de l'audiovisuel et de la 3D, et je travaille dans l'audiovisuel. Là, il s'agit des mêmes matières, bien sûr, hein. Et du coup, ça permet d'avoir une sorte de synergie entre les deux, c'est-à-dire on est très bien équipé à l'IUT, il y a un magnifique plateau de 75 mètres carrés, très bien équipé, beaucoup de caméras, d'équipements, à peu près tout ce qu'on veut. Et du coup, je m'en sers un petit peu de labo aussi, et avec les collègues, on enseigne à plusieurs, l'audiovisuel, je me sers de cette infrastructure et de la présence des étudiants pour faire des projets un petit peu expérimentaux. Alors j'enseigne dans un IUT qui est à Vélizy, qui dépend de l'UVSQ, qui est l'Université Versailles-Saint-Quentin. Dans cet IUT, il y a plusieurs DUT. Il y en a un dans lequel je suis moi, qui est c'est un BUT, Bachelor universitaire de technologie, qui se fait en 3 ans, qui a la spécialité MMI. MMI, c'est métier du multimédia et de l'Internet. C'est une formation qui est assez peu connue, en fait, parce que souvent, soit on veut faire du graphisme, auquel cas on se dirige vers les écoles de graphisme, il y en a quelques-unes qui sont très très bonnes, soit on veut faire de l'audiovisuel, et on se dirige vers un BTS audiovisuel, ou Lumière, ou la FEMIS, ou des écoles privées équivalentes. Mais quand on veut faire un peu tout ça, quand on a un profil un peu généraliste, on a envie de toucher à tout, on n'a pas envie de se spécialiser, de devenir expert dans une matière, mais de rester très, très éveillé au niveau de tout ce qui se passe. Futur chef de projet, c'est un peu ce profil-là. En fait, on peut faire ce cursus-là, métier du multimédia et Internet, ça forme de futurs chefs de projet en multimédia. Les étudiants apprennent un petit peu d'audiovisuel, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, pas mal de graphisme, le développement web, beaucoup, donc le code, le côté code, le côté web design, donc le côté graphisme, ergonomie, interface, etc. Quoi d'autre? Un peu de maths. Un peu d'informatique, un peu beaucoup même, il y a des réseaux, des bases de données, etc., qui font que quand ils arrivent dans les entreprises, ces gens-là savent tout faire. En fait, s'il faut faire un site web, pas de problème. Il faut faire monter un serveur pour une infrastructure informatique pour héberger des données, pas de problème. Faire un film, pas de problème, etc. Et ce sont des profils qui trouvent assez facilement du boulot, dans le sens où ils sont très complémentaires des profils qu'on trouve plus aisément dans les entreprises, qui sont des bacs +5, mais à vocation, enfin avec des cursus plus théoriques. C'est-à-dire que les gens qui créent des stratégies de communication, des choses comme ça dans les entreprises, il y en a beaucoup. Et ces gens-là ne savent pas fabriquer. Alors qu'en sortant d'un bachelor MMI, on sait fabriquer les choses. Graphiste, print, web, tout ça, tous ces métiers-là. Donc c'est beaucoup des trajectoires individuelles, en fait. Chacun sort de là. Soit on peut travailler après la 3e année directement, soit ils font un master.
Enfin, ils vont jusqu'à Bac+5 pour se spécialiser dans quelque chose. Les bachelors MMI, il y en a une trentaine en France. C'est standardisé, hein, les bachelors sont tous les mêmes, enfin, ont tous les mêmes programmes pédagogiques partout en France. Ce sont des formations gratuites publiques, donc l'IUT, la fac de Versailles-Saint-Quentin est publique. Donc il faut s'inscrire à la fac. Le mode de recrutement, c'est Parcoursup. C'est certainement ce qui est le plus difficile et le plus obscur. Si j'ai un conseil à vous donner pour le recrutement Parcoursup, soignez votre lettre de motivation. Dites vraiment qui vous êtes. Il n'y a qu'une seule chose qui permet de vous connaître, c'est la lettre de motivation. Donc évitez les banalités, dites vraiment qui vous êtes. Si vous faites des choses, si vous dessinez, si vous avez déjà fait des films, etc., etc. Si vous avez déjà fait un site web, mettez les liens, montrez-nous, on regarde. Okay. Donc allez-y vraiment, et surtout, alors ça c'est valable pour toutes les formations, allez aux portes ouvertes, parce qu'on rencontre les gens, on voit les locaux, on voit les cours, on voit les réalisations des étudiants, c'est très très éclairant des portes ouvertes. Il n'y a pas d'interdiction, on a toutes sortes de profils, principalement quand même les étudiants qui réussissent le plus facilement, parce que c'est l'objectif hein, de réussir, sont quand même plus ou moins un peu adeptes des maths. Enfin, les profils scientifiques réussissent plus facilement que les profils purement littéraires ou gestion. Et il y a des exceptions à ça, il y a eu de très belles exceptions, mais globalement on peut quand même dire ça. Mais il n'y a pas d'interdiction. Enfin, parmi toutes les spécialités que vous pouvez aimer, si c'est une spécialité que vous aimez et dans laquelle vous excellez, c'est que du bon. L'objectif, c'est que vous trouviez votre place dans le système. Okay. Alors, où est votre place? J'imagine que comme ça, posé comme ça, c'est pas forcément facile d'y répondre. Il y a des questionnements qui aident. Par exemple, est-ce que vous préférez un travail de flux ou un travail de projet? Un travail de flux, c'est un travail qui est tous les jours la même chose. Vous travaillez sur quelque chose qui est continu, qui ne s'arrête jamais. La comptabilité, c'est un travail de flux, par exemple, pour prendre un exemple très caractéristique. Les métiers créatifs sont quasiment tous entièrement en projet. C'est-à-dire que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, les gens qu'on rencontre sont toujours différents, il faut toujours apprendre des choses nouvelles, des outils nouveaux. Il y a des gens à qui ça plaît beaucoup, il y a des gens que ça gêne. Donc voilà, déjà, où vous situez-vous par rapport à cette réflexion-là? Ensuite, les métiers créatifs, il y a une petite dureté dans ces métiers-là, c'est qu'on ne va pas venir vous chercher pour travailler, c'est à vous de trouver le travail, donc de rencontrer les gens, d'entretenir votre réseau. Et le réseau, c'est pas juste des bonjours de temps en temps, ce sont de vraies relations d'amitié qui durent. Donc il faut que vous soyez prêts à ça. Il y a des personnes qui font ça naturellement, il y a des personnes qui apprennent à le faire et qui le font très bien, puis il y a des personnes que ça ennuie. Voilà, ça c'est une autre, c'est une des choses importantes. Voilà, pour trouver du travail, j'exagère un peu en disant ça, mais dans les métiers créatifs, on ne travaille qu'entre copains. C'est un peu réducteur, bien sûr. Hein. C'est pas tout à fait vrai, mais quand même, il y a un fond de vérité là-dessus. Donc ça veut dire que la relation aux autres est importante et doit l'être. Il faut avoir envie, en fait. Il faut vraiment avoir envie. Il faut avoir la niaque. Si vous n'avez pas envie, quelqu'un d'autre vous passera devant parce qu'il a plus envie que vous. Souvent dans les métiers créatifs, on rencontre des gens passionnés. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, donc du coup ils ont vraiment envie de le faire. Et ça, je crois que c'est vraiment... soit vous sentez ça, si vous ne le sentez pas, voilà, il faut peut-être vous questionner, peut-être que vous n'avez pas encore découvert ce qui va vous passionner. Vous voyez, sur les étudiants que je côtoie tous les jours, au début de l'année, donc après le bac, hein, la première année après le bac, il y a à peu près la moitié de la promotion qui ne sait pas ce qu'elle veut faire. Donc c'est important de savoir ça. Et ça se clarifie au fur et à mesure des 2 ou 3 ans d'études qui suivent, parce qu'ils découvrent des choses, ils font des choses. Donc si rien ne vous passionne vraiment, eh ben, allez-y quand même. Et essayez, découvrez. Et c'est en découvrant les choses qu'on commence à les aimer, en fait, souvent. Voilà. En tout cas, à la sortie du cursus MMI, il n'y a aucun étudiant qui ne sait pas ce qu'il veut faire.
Donc parfois on a besoin de ce temps-là.